Gilbert Ventura, un nom qui résonne comme un sinistre écho dans les annales du crime. Son passé est une longue litanie d'infractions, un chemin tortueux qu'il a mené de sa terre natale, la République dominicaine où il a vu le jour, le 6 juillet 1975, jusqu'aux confins de Panama. Évadé audacieux d'une prison dominicaine, il pensait trouver refuge dans l'ombre panaméenne, s'imaginant hors d'atteinte de la justice. C'est là, tapi dans l'ombre, qu'il a renoué avec ses instincts criminels, persuadé qu'il pourrait agir impunément. Pour mener à bien ses funestes desseins, il s'est associé à un complice, Alcebiades Méndez. Ensemble, ils ont plongé Panama dans l'horreur, enlevant et assassinant 5 jeunes innocents, laissant derrière eux une traînée de deuil et d'effroi. Ventura, un prédateur tapi dans l'ombre, dont la fuite n'a fait que prolonger une carrière criminelle déjà macabre. Il débarqua à Panama un 15 juillet 2008, muni d'un visa de tourisme de 3 mois. Mais son objectif était bien différent de la découverte du pays. Il fuyait la justice de sa nation. Qui plus est, il entra à Panama sous une fausse identité, se faisant passer pour Fermín Antonio Taveras Romiras, grâce à des documents falsifiés. Ces 2 pièces d'identité n'étaient pas les seules que cet homme avait utilisées au cours de sa vie. Son passé criminel en République dominicaine révèle qu'il avait déjà eu recours au nom de Fermín Antonio Taveras pour commettre des délits. Outre cela, 3 autres pièces d'identité d'origine colombienne ont été découvertes, appartenant à Seferino Herrera Cibaleos, Ángel Betancourt et Carlos Alberto Aguirre Valencia. Ces documents ont révélé un passé criminel conséquent en République dominicaine, où sa cible privilégiée était la communauté chinoise. En 2003, il avait escroqué les propriétaires d'un collège, empochant la somme de 8000 pesos dominicains. Pour cette escroquerie audacieuse, il connut les barreaux, mais ce n'était qu'un avant-goût. En octobre 2004, le couperet tomba, 20 ans derrière les murs pour l'enlèvement d'un commerçant chinois, Woni Howon, dont la famille déboursa 1,5 million de pesos dominicains. Jalberta, tel un caméléon, s'était glissé dans la peau d'un policier pour piéger sa proie. Dans cette sinistre entreprise, il bénéficiait de l'aide d'un militaire à la retraite, dont la mission était de maîtriser la victime, un pistolet à la main. Le commerçant, une fois libéré, confia avoir subi un supplice moral constant, bien qu'il fût épargné par la violence physique. Chaque jour qui passait était une victoire, car la mort ne le guettait plus à chaque instant. Après sa libération par les hommes qui l'avaient retenu captif, il fut abandonné, livré à lui-même, au milieu d'une végétation dense et isolée, sans aucune assistance. Gilbert, après son arrestation, dut répondre de ses actes devant la justice. Condamné, il ne purgea pourtant pas sa peine. Le 30 novembre 2004, il s'évada audacieusement de prison. Pendant des années, il vécut caché en République dominicaine. Mais l'ombre de la police planait sans cesse. L'appréhension d'être capturé ne le quittait jamais, transformant sa liberté retrouvée en une angoisse permanente. Il prit donc la décision radicale de refaire sa vie au Panama. Une fois installé au Panama, Jalberta adopta systématiquement le pseudonyme de Fermín. Sous cette fausse identité, il ouvrit un compte bancaire et trouva un emploi d'administrateur dans un magasin. Le destin lui réserva une rencontre inattendue, celle d'une femme dont il tomba éperdument amoureux et qu'il épousa peu de temps après. Son travail au magasin lui permit de faire la connaissance d'Alcebiades Méndez, originaire de la République dominicaine. Entre eux, une amitié s'était tissée, et après plusieurs mois de confiance mutuelle, Jalberta révéla à son ami un projet audacieux. Son plan consistait à frapper à nouveau la communauté chinoise, cette fois-ci à Panama. Il envisageait d'enlever les enfants d'hommes d'affaires chinois et d'exiger de considérables rançons. Jalberta proposa à son ami de se joindre à lui dans cette entreprise risquée, une offre que ce dernier accepta sans hésitation. Cependant, ces crimes n'étaient que les prémices d'une série d'actes répréhensibles que Jalberta s'apprêtait à commettre à Panama. Il avait déjà eu maille à partir avec la police, et l'escroquerie n'était pas un terrain inconnu pour lui. Étrangement, il avait réussi à éviter la prison pour un de ses méfaits, grâce à un arrangement tacite avec celui qui l'avait lésé. Mais au fond, l'idée d'un coup facile, d'un gain rapide et malhonnête, le hantait. Alcebiades Semendesi, né le 1er mai 1968, était un homme à la recherche constante de l'opportunité. Un jour, débarquant on ne sait trop comment,
Il ouvrit 2 échoppes dédiées à la vente de téléphones portables. Il était aux prises avec les autorités pour défaut de paiement de pensions alimentaires et diverses escroqueries, à l'instar de Jalberta. Pourtant, aucune mesure concrète n'avait jamais été prise à son encontre. Comme je l'ai dit, après une période de pourparlers et une confiance mutuelle établie, Alcebiades et Jalberta formèrent un partenariat criminel. Leur première victime fut Yesenia Argeles Loo, la 3e fille des propriétaires d'un magasin réputé à Lochureri. Yesenia, étudiante brillante et ambitieuse à l'université technologique, se distinguait par son excellence académique. Depuis son plus jeune âge, elle rêvait d'intégrer la télévision panaméenne. Elle partageait alors son temps entre ses études et l'aide qu'elle apportait au magasin de ses parents. Rapidement, elle devint une figure appréciée et connue de tous les commerçants du quartier. Par ailleurs, l'enquête révéla que 2 hommes avaient minutieusement préparé leurs actes durant plusieurs mois, avant de passer à l'action le 20 octobre 2010. Leur première victime fut une jeune femme nommée Yesenia. Une jeune femme quitta le domicile familial, situé à l'étage supérieur du magasin de ses parents, et prit place à bord de sa voiture pour se rendre à l'université. L'aube était à peine levée et la circulation clairsemée. Pour enlever Yesenia, ces individus avaient préparé un dispositif impliquant 2 véhicules. L'un appartenait à Alcebiades, tandis que l'autre avait été loué pour l'occasion. Ils filèrent discrètement la jeune femme, maintenant une distance prudente d'environ 1 kilomètre de son lieu d'étude. Alcebiades percuta l'arrière de sa voiture contre la sienne. Elle s'arrêta, baissa sa vitre et reconnut l'homme. Alcebiades tenait une affaire de vente de téléphones portables, similaire à celle de ses parents. Elle le connaissait donc bien. Yesenia lui accordait sa confiance, mais elle n'avait pas prévu qu'une autre voiture se trouvait derrière. Gilberto en surgit, un pistolet à la main. Il pointa l'arme sur la jeune femme et la força à monter dans sa voiture. Ils quittèrent alors les lieux, emmenant la jeune femme dans une maison isolée, une demeure louée dans le quartier discret d'El Trapicheta. Une fois arrivés, ils la conduisirent sans ménagement dans la salle de bain. Là, ils fixèrent froidement le montant exorbitant de la rançon qu'ils allaient exiger de sa famille. 200 000 $, une somme vertigineuse, presque inaccessible. Les modestes ressources de ses proches ne leur permirent de réunir, dans un élan désespéré, que 25 000 $. Le 24 octobre, 2 jours après son enlèvement, Yesenia trouva la mort sous les mains de Gilberto. L'homme avait rusé, demandant à Alcibiades de s'éloigner de la maison sous prétexte d'allumer quelques feux d'artifice. Un stratagème macabre, destiné à masquer le bruit fatal des détonations. À son retour, Alcibiades découvrit l'horreur. Gilberto avait déjà ôté la vie à la jeune femme. Ensemble, ils creusèrent une sépulture improvisée, peu profonde, où ils déposèrent le corps d'Yesenia avant de le recouvrir de terre. Après que Gilberto ait ôté la vie à la jeune femme, le contact entre les ravisseurs et la famille fut brutalement coupé. Ignorant le funeste destin d'Yesenia, les membres de sa famille, portés par un mince espoir, plaçardèrent des affiches dans le quartier et même au-delà. Ils espéraient ainsi obtenir le moindre indice. Hélas, leurs efforts restèrent vains. La famille confia, avec une émotion palpable, avoir d'abord cru à une mauvaise blague lors du premier appel annonçant l'enlèvement. La réalité les frappa de plein fouet lorsqu'ils reçurent un enregistrement de la jeune fille. Malheureusement, et comme je l'ai déjà évoqué, plusieurs mois s'écoulèrent sans la moindre nouvelle d'Yesenia. Après un premier échec cuisant, 1 mois et demi plus tard, ils frappèrent à nouveau. Cette fois, leur cible était un jeune homme de 27 ans, Ion Kalianvu, propriétaire d'une boutique florissante. Il avait rendez-vous avec un certain Alcebiades, pensant conclure un marché avantageux pour l'acquisition de téléphones portables. Leur rencontre eut lieu au domicile d'Alcebiades, censé sceller l'accord. Mais tout cela n'était qu'une sinistre mise en scène. Un plan machiavélique, ourdi par Alcebiades et un complice nommé Gilberto, dans le but de le kidnapper. Alcebiades, par une ruse machiavélique, attira sa victime dans une voiture où l'attendait Gilberto Ventura. Sans ménagement, ils le maîtrisèrent à l'aide d'une arme, le ligotèrent et lui bâillonnèrent à la bouche. Le trajet s'acheva dans la maison funeste où avait péri Yesenia. Extirpé du véhicule, il fut plongé dans une cuve d'eau glaciale, cherchant à étouffer toute trace de vie. Conscient qu'un tel acte ne manquerait pas d'éveiller les soupçons, ils dissimulèrent son corps dans une fosse aménagée
sous le plancher de la cuisine. Après l'enlèvement, ses ravisseurs l'ont contraint à enregistrer une vidéo implorant sa famille de payer une rançon. Cette fois, la somme exigée s'élevait à 400 000 $, une somme astronomique. Anna Rosa, l'épouse de Young, parvint à réunir avec difficulté 83 000 $. Alors que les négociations étaient à leur point culminant, Gilberto accepta un échange. Cependant, seule Anna Rosa honora sa part du marché, laissant planer une ombre épaisse sur l'issue de cette transaction périlleuse. Alors enceinte de son deuxième enfant, elle se résolut à porter l'argent à l'endroit désigné, un terrain vague désolé. Les ravisseurs lui avaient promis le retour de son mari, Young Leon-woo, quelques heures plus tard, la promesse d'une famille enfin réunie. L'attente fut longue et cruelle, car en réalité, Young Leon-woo avait déjà subi le même sort tragique qu'Esenin. Utilisant la même sinistre méthode, ils avaient couvert les coups de feu avec un feu d'artifice macabre, avant d'enfouir son corps dans cette terre ingrate. Une femme attendait, le cœur lourd, le retour de son mari, un retour qui ne viendrait jamais. Forts de leur premier succès, les criminels se partagèrent le butin. L'appétit venant en mangeant, ils ourdirent un nouveau plan machiavélique. Leur prochaine cible, Sami Zen-chen, un jeune homme de 19 ans, l'aîné d'une fratrie de 3 garçons et fils de l'éminent homme d'affaires, Vlachu Reri. Les deux hommes se mirent à suivre le jeune homme, mais leur filature maladroite attira l'attention. Des regards les avaient repérés, semant les graines d'une possible déconvenue. Le 6 septembre 2011, un appel anonyme signale à la police la présence d'individus suspects rôdant dans le quartier. Les forces de l'ordre interviennent et interpellent les suspects, mais faute de preuves suffisantes, sont contraintes de les relâcher. Cependant, l'intervention policière n'a pas l'effet dissuasif escompté. Le lendemain, les mêmes individus réitèrent leur manège machiavélique, suivant scrupuleusement le même schéma qu'avec une certaine Esenia. Tôt le matin, ils provoquent un accident, percutant de plein fouet la voiture de Sami alors qu'il circulait sur l'autoroute panaméricaine. Le destin avait décidé de jouer un tour. Sami ne se trouvait pas seul, contrairement à ce que les ravisseurs avaient anticipé. À ses côtés, Georgina Dal Carmen Lee, sa compagne depuis 11 mois, étudiante en ingénierie, et Joel Mauricio Lu Wong, son ami d'enfance, camarade de banc au collège et à l'université. La surprise passée, les criminels, imperturbables, persistèrent dans leur entreprise. Ils ligotèrent les 3 jeunes gens, bâillonnèrent leur bouche et sous la menace de 2 armes de poing, les forcèrent à monter dans leur véhicule. Après avoir été conduits à la maison, lieu où 2 âmes avaient déjà été fauchées, le piège se referma sur eux. Selon le sinistre rituel, Gilberto devait établir un contact avec la famille, extorquant chaque centime, tandis qu'Alkiviad était chargé de surveiller les 3 captifs. Mais cette fois, l'opération prit une tournure inattendue. Malgré leur infériorité numérique, 3 contre 1, l'espoir renaquit dans le cœur des prisonniers. Ils osèrent rêver à une évasion. Sami, le premier à tenter sa chance, fut brutalement stoppé par Alkiviad, dont la lame s'enfonça dans sa jambe. L'aurore se révéla fatale, emportant le jeune homme, victime d'une hémorragie incontrôlable. Sa compagne Georgina ne connut pas un sort plus clément. L'horreur ultime la saisit. Elle fut enterrée vivante, partageant la même sépulture que son bien-aimé. Lorsque Gilberto apprit ces tragiques événements, une idée macabre germa dans son esprit. Exploiter Joël, le monnayer contre une rançon. Mais contre toute attente, ce n'est pas à la famille de Joël qu'ils s'adressèrent, mais à celle de Sami. Après avoir enregistré un message destiné à ses proches, le malheureux fut enterré vivant aux côtés de ses compagnons d'infortune. La famille de Sami, confrontée à cette tragédie, refusa de céder au chantage. Gilberto exigeait initialement 4 millions de $, avant de revoir ses prétentions à la baisse, proposant la somme de 160 000 $. Le père de Sami expliqua qu'il n'avait finalement rien versé, car les ravisseurs furent incapables de lui fournir une preuve de vie de son fils. Convaincu du décès de Sami, il préféra interrompre les négociations. Les ravisseurs lui avaient confié une information capitale. Il devait déposer l'argent dans une zone désolée, là où gisaient plusieurs sacs rouges. Le père de Sami se lança alors dans une enquête effrénée, sillonnant les commerces avoisinants, questionnant les vendeurs sur d'éventuels achats massifs de sacs de cette couleur.
Finalement, son acharnement porta ses fruits. Il obtint l'accès aux images de vidéosurveillance d'un magasin. Et là, sur l'écran, il reconnut l'homme sans hésitation. Alcibiade Mendes, un visage bien connu du père de Sami, se retrouva au centre de l'attention. Lorsque la famille du garçon disparu identifia formellement Mendes comme l'auteur de l'enlèvement, l'information fut immédiatement transmise à la police. Les officiers, agissant avec célérité, appréhendèrent l'individu dans la demeure de son ancienne compagne, Inès Torres. Cependant, Gilbert Ventura, l'autre cerveau de l'opération, avait déjà pris la fuite à l'étranger. Face à l'évidence, Alcibiade passa rapidement aux aveux, relatant avec force détail l'ensemble des méfaits perpétrés par lui-même et son complice. Il révéla l'emplacement des corps des jeunes gens enlevés, permettant à la police de Pomme-d'Âme de les retrouver. L'autopsie révéla qu'Essenia et Yoncle en vue avaient succombé à des blessures par balle à la tête. Sami, lui, avait perdu la vie suite à une hémorragie massive causée par une blessure à la veine fémorale. Quant à sa compagne Georgina et à son ami Joël, ils avaient péri par asphyxie, enterrés vivants. Alcibiade, sans jamais nier son implication dans ces événements tragiques, alla même jusqu'à présenter ses excuses aux familles des victimes. Gilbert et Ventura, après avoir fui le Panama, pensaient avoir semé la justice. Pourtant, 1 mois et demi seulement après l'arrestation de son complice, son refuge en République dominicaine fut découvert. Pour échapper à l'identification, il avait osé une teinture extravagante, transformant sa chevelure en une cascade de couleurs vives. Plus troublant encore, ses empreintes digitales étaient altérées par de mystérieuses cicatrices. La police soupçonne qu'il s'était infligé ces blessures dans le but d'effacer ses traces et de déjouer les systèmes d'identification. Après la capture de Gilberto Ventura Ceballos, les autorités de la République dominicaine ont posé une condition à son extradition vers le Panama. Que ce dernier s'engage à ne pas le condamner à une peine supérieure à 30 ans d'emprisonnement, durée maximale prévue par la loi dominicaine. Un accord fut finalement conclu entre les deux nations et Gilberto Ventura Ceballos fut extradé au Panama pour y être jugé. Contrairement à Alcibiade Mendes, Gilberto Ventura Ceballos a toujours nié son implication dans les faits qui lui étaient reprochés, affirmant que les véritables coupables étaient à rechercher du côté de l'armée panaméenne. Outre ces deux hommes, plusieurs individus ont été arrêtés pour avoir bénéficié des fonds provenant du second enlèvement. Enelda Torres, ancienne compagne d'Alcibiade Mendes, Dalmira Torres, sa sœur, ainsi que la belle-fille de ce dernier. Ils étaient tous impliqués dans des crimes atroces, responsables d'opérations de blanchiment d'argent complexes et illégales. Sur la scène du crime, les enquêteurs ont découvert des menottes, des munitions et des billets d'une valeur de $100 américains. L'enquête s'annonçait ardue et progressait avec une lenteur exaspérante. En septembre 2015, 4 ans après la macabre découverte des corps, et face à l'absence de progrès notables dans l'enquête, la communauté chinoise organisa une messe solennelle en mémoire des victimes. Lors de cette cérémonie poignante, le président de l'Association chinoise du Panama exprima son amertume et son sentiment de trahison envers les autorités. Il rappela les promesses d'une enquête approfondie et rapide, des engagements restés lettre morte au fil des ans. Dans le sillage de ces tragédies, des familles endeuillées ont été contraintes de céder leurs entreprises, sombrant dans des problèmes de santé et d'addiction. Pendant ce temps, Gilbert Ventura Ceballos, loin de se résigner, préparait sa prochaine évasion. Après s'être déjà échappé d'une prison en République dominicaine, il ourdissait un plan similaire au Panama. En décembre 2016, lors d'une entrevue arrangée avec son avocat, l'homme s'est travesti en femme pour s'évader. Cette évasion soulève de nombreuses questions. Détenu dans une prison de haute sécurité, Ceballos a été transféré, à la demande du directeur, dans un établissement moins sécurisé pour rencontrer son avocat. Un concours de circonstances troublant, laissant planer le doute sur les complicités dont il a pu bénéficier. Guidé par les caméras de surveillance et les témoignages des employés, l'enquête révèle un stratagème audacieux. L'avocat et Gilberto se sont rendus dans la cuisine de la prison, un lieu improbable où le détenu a pu se travestir. Une perruque, des vêtements féminins. Déguisé, il a franchi les portes de la prison sans éveiller les soupçons. La découverte de l'évasion a déclenché une chasse à l'homme. Une récompense de $50 000 a été promise et des opérations de police ont été lancées à grande échelle. L'avocat complice a été appréhendé,
soupçonné d'avoir orchestré la fuite. Selon les dépositions, le prisonnier lui aurait offert 25 000 $, dont 10 000 versés en avance pour organiser l'évasion. Il lui fallait orchestrer une évasion audacieuse. Louer une voiture discrète, se procurer une perruque et des vêtements féminins, mais surtout, corrompre un agent de la police nationale et un gardien de prison. Son plan, infiltrer les cuisines de l'établissement pénitentiaire et s'évanouir dans la nature. En juin 2017, alors que Gilberto Ventura courait toujours, les premières audiences concernant l'enlèvement et l'assassinat de 5 jeunes hommes débutèrent. Loqueviado Méndez présenta ses excuses aux familles et aux habitants de Panama. Il affirma n'avoir tué aucune des victimes. Le conflit avait dégénéré, assura-t-il, et Gilberto avait été l'homme qui avait ôté la vie aux 2 premières victimes et enterré vivants les 2 dernières. Loqueviado insista. Gilberto était le cerveau de l'opération. C'était lui qui contactait les familles, choisissait les cibles, et lui, Loqueviado, n'était qu'un simple pion. 2 mois après le début des audiences, en septembre de la même année, Gilberto Ventura fut finalement appréhendé. Il put ainsi assister aux audiences où, une fois de plus, il clama son innocence. Le 22 juin 2018, un verdict implacable est tombé. Gilberto Ventura Jovesevas Méndez a été condamné en appel à 50 ans de prison pour l'enlèvement et l'assassinat prémédité de 5 jeunes filles. Les femmes, complices de cet acte odieux, ont également écopé de peines similaires, 50 années derrière les barreaux. Par ailleurs, Gilberto Ventura Ceballos s'est vu infliger une peine supplémentaire de 5 ans pour évasion et association de malfaiteurs. Un accord bilatéral entre le Panama et la République dominicaine stipulait que l'individu ne purgerait pas plus de 30 ans d'emprisonnement. Sa peine initiale de 50 ans fut donc réduite à 30. Mais le destin de Gilberto Ventura était loin d'être scellé. Le 4 février 2020, il s'évada à nouveau d'une prison panaméenne, défiant une fois de plus la justice. C'était la 3e fois que Gilberto Ventura Ceballos s'évadait, si l'on comptait son évasion en République dominicaine. Cette fois encore, des complices incarcérés l'aidèrent à réaliser son audacieux plan. On dénombra au moins 13 individus impliqués, dont les agissements furent capturés par les caméras de surveillance lors de sa fuite. Après 9 jours de cavale, le 13 février, il fut finalement appréhendé. L'assassin fut ramené à Panama par voie aérienne, sous haute surveillance. À peine arrivé dans la capitale, il fut conduit au quartier général de la police nationale à Ancón. Là, il reçut les premiers soins nécessaires pour soigner sa déshydratation avant d'être incarcéré. Cette seconde évasion a eu des conséquences politiques majeures. Le ministre de la Sécurité présenta sa démission et un ministre du gouvernement fut démis de ses fonctions. L'affaire Gilberto Ventura Ceballos est en effet entachée d'irrégularités dans les agissements de la police. La communauté chinoise de Panama a révélé avoir fourni de nombreuses pistes que les autorités n'ont jamais explorées. Lors de l'enlèvement de Young, sa femme, grâce au GPS de son téléphone, suivait ses déplacements en temps réel. Elle transmit ces informations aux autorités, mais celles-ci ne semblèrent pas saisir la gravité de la situation. Ces 2 individus ôtèrent finalement la vie à 5 jeunes gens, motivés par l'appât du gain. Quant à Gilberto Venturi, il cherchait encore à s'enrichir, projetant de publier un livre sur ses crimes atroces depuis sa cellule. L'aventure touche à sa fin, mais l'écho de ses découvertes résonnera longtemps. Imaginez-vous transporté dans un univers où chaque détail a été soigneusement tissé pour éveiller votre curiosité. Ces explorations, dont les traces persistent, sont une invitation à poursuivre le voyage au-delà des mots. Gardez l'esprit ouvert, car l'horizon regorge de promesses insoupçonnées.